Ce matin, le monde s'agite. Au Venezuela, l'arrestation de Nicolas Maduro par les forces américaines provoque une onde de choc diplomatique creusant les lignes de fracture entre Washington, Pékin et Moscou. Aux États-Unis, l'économie industrielle s'essouffle tandis que l'inflation, à 2,8%, demeure tenace. La Réserve fédérale américaine approche désormais de son point neutre monétaire. Quant au Japon, la Banque centrale poursuit son resserrement prise en étau entre un yen affaibli et une inflation supérieure à 3%. Et dans le secteur de la tech, Nvidia dévoile une nouvelle génération de puces d'intelligence artificielle 5 fois plus puissante, relançant ainsi la course mondiale à la suprématie technologique. Un début d'année où géopolitique, marché et innovation s'entremêlent, dessinant les premières lignes d'un monde en recomposition. En quelques heures, Caracas est devenu l'épicentre d'un affrontement mondial entre Washington, Pékin et Moscou. L'arrestation spectaculaire que vous avez suivie de Nicolas Maduro par les États-Unis a provoqué une onde de choc politique, économique et géopolitique bien au-delà des simples frontières du Venezuela. Pour la chef de l'opposition Maria Corina Machado, il s'agit, je la cite, d'un tournant historique ouvrant la voie à une transition démocratique après plus de 12 ans de pouvoir chaviste. Pour la Chine, en revanche, c'est une violation frontale du droit international. Âgé de 63 ans, Nicolas Maduro a comparu hier devant un tribunal fédéral à New York où il a plaidé non coupable d'accusations de trafic de stupéfiants dans une procédure pouvant théoriquement conduire à la réclusion à perpétuité. Pékin, de son côté, a immédiatement dénoncé une opération illégale, accusant Washington de se comporter en juge mondial. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a rappelé que toute action internationale devait passer par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et à la demande de la Colombie soutenue par la Chine et la Russie, le Conseil de sécurité s'est donc réuni en urgence. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, a mis en garde contre un précédent dangereux pour l'ordre international. Et derrière la crise politique se joue un enjeu économique majeur. Sous Maduro, l'économie vénézuélienne s'est effondrée de 28% par rapport à son niveau de 2013, tandis que près de 87% de la population vénézuélienne vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. La production pétrolière, elle, est tombée à 1,14 million de barils par jour contre 3,5 millions dans les années 1990. Or, le Venezuela est un partenaire stratégique clé pour Pékin. La Chine y a investi plusieurs dizaines de milliards de dollars, principalement dans l'industrie pétrolière. Et en 2024, les échanges bilatéraux entre les deux pays ont atteint 1,6 milliard de dollars, dont près de 50% liés à l'énergie. Pour Washington, la chute de Nicolas Maduro pourrait rebattre les cartes en Amérique latine. Pour Pékin, deuxième économie mondiale avec un PIB proche de 19 000 milliards de dollars, c'est le risque de perdre un allié stratégique. En tout cas, une chose est sûre, le Venezuela n'est plus un simple dossier régional, mais un nouveau champ de bataille de la rivalité entre les grandes puissances économiques de ce jour. Aux États-Unis, le secteur manufacturier a poursuivi son repli en décembre, affichant 10 mois consécutifs de contraction selon des données publiées par l'Institute for Supply Management. L'indice PMI manufacturier est ainsi tombé à 47,9 points contre 48,2 en novembre, sous la barre des 50 points qui séparent, je vous le rappelle, expansion et contraction. Les économistes, eux, avaient modélisé une croissance de 48,4 points. Or, cette baisse reflète plusieurs tensions. Les nouvelles commandes ont continué de diminuer, mesurées à 47,7 points, et les coûts des intrants, eux, restent élevés, puisqu'ils ont été mesurés à 58,5 points, pesant ainsi, vous vous en doutez, sur les marges des entreprises et sur l'inflation encore au-dessus de l'objectif de 2% fixé par la Réserve fédérale américaine. Le secteur manufacturier, je vous le rappelle, représente 10,1% de l'économie américaine, mais son rôle reste limité face au secteur dynamique comme la tech et l'intelligence artificielle qui soutiennent la croissance globale. Au T3 2025, l'économie américaine, je vous le rappelle, a progressé à un rythme annualisé de 4,3% malgré un ralentissement attendu au T4 lié à une paralysie gouvernementale prolongée. Les droits de douane imposés par l'administration Trump continuent de peser. Le tarif douanier moyen sur les importations a grimpé puisque désormais il atteint 17% contre moins de 3%, je vous le rappelle, avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Les économistes
souligne par ailleurs que ces mesures, bien qu'elles visent à protéger l'industrie américaine, aggravent la pression sur les coûts et freinent la demande. La Cour suprême devrait, je vous le rappelle, statuer début 2026 sur la légalité de ces droits, ce qui pourrait provoquer un tournant dans la politique commerciale américaine. L'emploi manufacturier, lui, recule depuis 11 mois consécutifs, le plus long épisode depuis 5 ans, renforçant ainsi les inquiétudes sur la résilience du secteur face aux coûts élevés et à la faible demande. En tout cas, le message est clair, le cœur industriel américain est sous pression, coincé entre inflation persistante, droits de douane et ralentissement des commandes, mais l'économie globale, elle, continue de bénéficier d'autres moteurs de croissance. Et alors que le secteur manufacturier américain montre des signes persistants de ralentissement sous l'effet combiné des coûts élevés et des droits de douane, la Fed, elle, se retrouve face au même dilemme, c'est-à-dire comment ajuster sa politique monétaire pour soutenir l'économie et ce sans alimenter davantage l'inflation. Et c'est dans ce contexte que le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neil Kashkari, a déclaré hier qu'il estimait que la Banque centrale américaine approchait du point où elle devrait cesser de baisser ses taux d'intérêt. Dans une interview accordée à CNBC, Kashkari a expliqué que la Fed devait désormais arbitrer entre deux risques: un marché du travail trop résilient et une inflation encore bien trop élevée. Je le cite: à mon avis, nous sommes proches du taux neutre, a-t-il précisé en référence, évidemment, vous l'avez compris, au taux neutre, celui qui n'accélère ni ne freine la croissance économique. Actuellement, je vous le rappelle, le taux directeur des fonds fédéraux américains est fixé entre 3,5 et 3,75%, soit seulement un demi-point en dessous du consensus des économistes qui ont modélisé le taux neutre. Pour le FOMC, le comité fédéral de l'open market, dont Kashkari est, je vous le rappelle, un membre votant, eh bien, il devra décider si la série de 3 baisses de taux consécutives de fin 2025 devra continuer ou bien si la politique monétaire devra rester inchangée. En tout cas, l'inflation sous-jacente, elle, je vous le rappelle, indicateur préféré de la Fed, s'est établie à 2,8% lors de la dernière mesure, tandis que le taux de chômage, lui, a légèrement augmenté à 4,6%. Et toujours, selon Kashkari, eh bien, ces chiffres montrent que l'économie américaine reste robuste et que la politique monétaire ne freine pas autant la croissance qu'espérée. Il met en garde contre le risque d'inflation persistante accentuée par les droits de douane en vigueur depuis plusieurs années. Enfin, Kashkari a salué le travail du président Jérôme Powell et s'est dit favorable à ce qu'il reste à son poste après mai, même si Trump nommera un successeur dès les prochains mois. Le message est clé, la Fed se rapproche de la neutralité des taux, mais le dilemme reste entier entre inflation et emploi, un équilibre délicat qui conditionnera l'économie américaine au cours de l'exercice 2026. Au Japon, Kazuo Ueda n'a pas perdu de temps. Pour sa première prise de parole publique de l'année, le gouverneur de la Banque centrale nippone a fait passer un message limpide et clair. La hausse des taux n'est pas terminée. Et devant les banquiers privés japonais, il a confirmé que la BOJ continuerait de resserrer sa politique monétaire à mesure que la conjoncture et l'inflation s'améliorent. Autrement dit, la sortie du taux zéro entamée en mars 2024 après près de 30 ans de politique ultra accommodante se poursuit. Et 2 semaines après avoir porté le taux directeur à 0,75%, un plus haut depuis 1995, Ueda assume la rupture. Objectif affiché, eh bien, ancrer durablement l'inflation autour de 2% et restaurer une croissance stable après une décennie de croissance moyenne inférieure à 1% par an. Les marchés ont immédiatement intégré le signal. Le rendement de l'obligation japonaise à 10 ans a dépassé 1%, soit son plus haut niveau depuis 1999, et ce alors qu'il évolue encore sous les 0,3% il y a moins de 2 ans. Les anticipations tablent désormais sur une nouvelle hausse de taux d'ici le milieu de l'année 2026 et certains évoquent même un ajustement dès le printemps si la pression sur la devise nippone s'intensifie, puisque le yen reste le point de tension central à 157,15 yens pour un dollar. Après un creux à 157,25, la monnaie japonaise évolue dangereusement proche du seuil des 160, un seuil historiquement associé à des interventions des autorités. Or, cette faiblesse renchérit, vous vous en doutez, les importations, puisque les prix de l'énergie ont progressé de plus de 10% sur un an et l'inflation hors produits faits reste proche, elle, de 3%, soit bien au-dessus de la cible depuis 44 mois consécutifs. Et bien résultat, le pouvoir d'achat des ménages japonais est sous pression. Les salaires réels
recule encore d'environ 1% sur un an et les ménages expriment une fatigue croissante face à la hausse du coût de la vie. Prochaine échéance, le 23 janvier, date de la prochaine décision de politique monétaire. Et bien, en conclusion, la Banque du Japon avance pas à pas, mais chaque chiffre confirme une chose, l'ère du yen gratuit appartient désormais au passé. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a annoncé hier que la nouvelle génération de puces du groupe est désormais en pleine production avec des performances jusqu'à 5 fois supérieures aux générations précédentes pour les applications d'IA. Une annonce stratégique faite au Consumer Electronics Show de Las Vegas, alors que Nvidia est devenue, je vous le rappelle, la première capitalisation boursière mondiale avec une valo dépassant les 3000 milliards de dollars. La plateforme Vera Rubin attendue d'ici à la fin de l'année marque une nouvelle étape dans la course mondiale à la puissance de calcul. Son serveur phare intégrera 72 GPU et 36 nouveaux CPU et pourra être assemblé en modules dépassant 1000 puces avec un gain d'efficacité annoncé de 10 fois dans la génération de données pour l'IA. Un levier clé pour réduire les coûts énergétiques et améliorer la rentabilité des centres de données. Et sur le plan économique, Nvidia cherche aussi à consolider un modèle extrêmement lucratif. En 2024, plus de 80% de son CA, de son chiffre d'affaires, provenait des activités liées aux centres de données et à l'IA. Or, le groupe bénéficie, je vous le rappelle, de marges brutes supérieures, tenez-vous bien, à 70%, un niveau exceptionnel dans l'industrie des semi-conducteurs, mais de plus en plus scruté par les investisseurs. Inutile de vous rappeler tous les atermoiements autour d'une potentielle bulle de l'IA au cours de l'exercice 2025. Et en plus, la concurrence s'intensifie. AMD accélère sur les puces d'IA, tandis que Google, client majeur de Nvidia, développe de son côté ses propres processeurs avec Meta pour réduire sa dépendance. Bref, un enjeu central, qui contrôlera l'infrastructure de l'IA estimée à plusieurs centaines de milliards de dollars d'investissement, et ce d'ici à la fin de la décennie. Autre élément clé à noter, les restrictions à l'exportation vers la Chine. Les puces de génération précédente comme la H200 restent très demandées sur le marché chinois, représentant un débouché stratégique mais politiquement sensible pour Nvidia. En résumé, Nvidia joue très gros, maintenir son avance technologie, défendre ses marges et rassurer les investisseurs dans un contexte de concurrence accrue et de tensions géopolitiques croissantes autour de l'intelligence artificielle. Regardons désormais ce à quoi les investisseurs vont être attentifs aujourd'hui et toute la semaine. Et aujourd'hui, cette semaine, c'est le marché de l'emploi américain qui sera scruté de très près. Après quelques chiffres de l'inflation à la consommation en Europe, l'attention des investisseurs se portera sur une série de données relatives à l'emploi aux États-Unis, avec comme données centrales les données sur l'emploi de vendredi prochain. Regardons désormais ce qu'il s'est passé hier sur les principales places financières de la planète et en Europe. Les marchés ont débuté la semaine dans le vert, gardant leur calme face aux tensions géopolitiques provoquées par l'opération militaire américaine au Venezuela. Les investisseurs ont choisi de se concentrer sur les fondamentaux macro et les perspectives sectorielles, reléguant le risque politique au second plan. Les valeurs de la défense ont logiquement mené la danse hier, soutenues par la perspective d'une hausse durable des budgets militaires dans un contexte international de plus en plus incertain. Le compartiment énergétique a lui aussi profité de l'actualité puisque les craintes sur l'offre pétrolière ont compensé la relative stabilité des cours du brut. Et pour l'heure, les marchés semblent considérer la crise vénézuélienne comme un choc localisé, sans menace directe pour la croissance européenne. Les opérateurs restent donc davantage attentifs aux politiques monétaires, aux politiques nationales, à l'évolution de l'inflation et à la saison des résultats d'entreprises qui s'ouvrent cette semaine. Dans ce contexte, à la clôture, à Paris, le CAC 40 a gagné 0,2%, Londres a gagné 0,54% et Francfort s'est adjugé 1,34%, porté par un net rebond des valeurs industrielles. Aux États-Unis, Wall Street a entamé la semaine en nette progression, portée par l'envolée des valeurs énergétiques dans le sillage de l'arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro par les forces spéciales américaines. Le compartiment pétrolier s'est ainsi distingué. Chevron a bondi de 5,11%, ExxonMobil de 2,25% et ConocoPhillips s'est adjugé, lui, 2,62%. Les groupes de services pétroliers et de raffinage ont suivi le mouvement, à l'image de Halliburton, dont le titre a pris près de 8%, et de Marathon Petroleum, qui s'est adjugé près de 6%, puisque la perspective d'un contrôle accru par Washington sur les vastes réserves vénézuéliennes, les plus importantes au monde, alimente les anticipations d'une offre mondiale plus abondante et de prix de brut
plus stable. Bref, le secteur de la défense a également profité du contexte géopolitique tendu. Lockheed Martin a pris 2,9%, Northrop Grumman 4,37% et General Dynamics s'est adjugé 3,6%. Les investisseurs restent toutefois, et notez-le, concentrés sur les indicateurs économiques à venir, en particulier le rapport sur l'emploi de décembre attendu vendredi prochain. Et dans ce contexte, eh bien, le Dow Jones a pris 1,23% pour atteindre un nouveau record, le premier record de l'année. Et je vous rappelle que potentiellement, il peut y en avoir une trentaine, à peu près entre 20 et 30, comme au cours de l'exercice 2025. Bref, le Dow Jones a donc atteint 48 977 points, tandis que le S&P 500 a progressé de 0,64% et le Nasdaq, lui, de 0,69%. Enfin, sur le marché pétrolier, les cours du brut ont progressé malgré l'annonce de Donald Trump autorisant les compagnies américaines à exploiter les vastes réserves pétrolières du Venezuela. Le pays sud-américain dispose, je vous le rappelle, de plus de 303 milliards de barils, les plus importantes réserves mondiales. Mais notez-le, la production reste limitée à environ 1 million de barils par jour, pénalisés par des infrastructures vieillissantes et un brut lourd et coûteux à raffiner. Bref, les analystes jugent qu'un retour rapide de l'offre vénézuélienne sur le marché mondial reste très improbable. Les besoins d'investissement sont gigantesques et les risques politiques comme sécuritaires demeurent élevés. Bref, certaines majors américaines redoutent même qu'un redémarrage trop rapide de la production ne pèse sur les prix et sur les marges. Bref, dans ce climat d'incertitude, tout s'est renforcé après le départ, et notez-le, de 16 navires vénézuéliens placés sous sanctions, dont 13 en direction de la Chine. Ces cargaisons représentent près de 12 millions de barils et pourraient perturber à court terme les flux pétroliers internationaux. Et dans ce contexte, eh bien, les prix du baril de Brent de la mer du Nord ont subi une faible variation puisqu'ils ont été mesurés hier pour une livraison en mars à 61,76 $, ce qui correspond à une croissance de 1,66%. Notez que l'équivalent américain du Brent, le baril de WTI pour livraison février, a lui gagné 1,75% à 58,32 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 6 janvier 2026 et dans un instant, juste après cette courte page de publicité, nous retrouverons Guillaume Lydie et ses Market Movers. À tout de suite.